Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. C'est un podcast où on essaye de vous parler des technologies qui vont peut-être changer votre manière d'utiliser la data. C'est un podcast dans lequel on essaye de recevoir des gens qui ont fait des choses super intéressantes. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de, probablement pour beaucoup d'entre vous, découvrir un outil qui coche un peu toutes les cases puisqu'il est super technique, il est français. Et il est fait par des gens qui sont, comme je dis toujours, la data, c'est jamais aussi bien fait que par des gens dont c'est le métier et qui sont les mains dans le cambouis tous les jours. Alors, si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, la consolidation en cours dans la moderne data platform est quelque chose qui vous a peut-être un petit peu choqué, qui vous vous a peut-être fait entrer dans une phase de doute sur est-ce qu'il fallait continuer à utiliser les solutions un peu leaders du marché comme DBT, puisque vous n'avez pas, ça vous a pas échappé, le rachat de DBT par Fivetran, le rachat de SQL Mesh par Fivetran a quand même mis un certain trouble dans cette moderne data platform dont on rêvait tous de pouvoir l'utiliser pendant des années sans aucun soubresaut. Et donc, cette solution par défaut, finalement, c'est peut-être le moment de la challenger. Alors peut-être que vous avez aussi été aveuglé par cette hype autour de DBT et que vous n'avez pas vu qu'il pouvait y avoir d'autres alternatives. Peut-être aussi que vous avez construit énormément de choses, que vous avez un nombre de modèles DBT qui part dans tous les sens, que vous avez des outils d'extraction de données qui vous ont ajouté une complexité importante et donc vous vous retrouvez dans un plat de nouilles assez inextricable et qu'il est peut-être temps de vous poser différentes questions. Alors si au moins une des questions que je viens de poser, elle vous interpelle, eh ben, je pense que, comme moi, vous allez gagner beaucoup à vous intéresser à Star Lake. C'est ce que j'ai fait ces dernières semaines pour préparer cet épisode. Et donc, pour parler de Star Lake, rien que mieux que son créateur, puisque Essam nous a rejoint aujourd'hui, et on va parler de tout ça. Alors, ravi de t'avoir. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes parce que ceux qui te connaissent déjà, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de monde dans la scène data française qui te connaissent, savent que tu as un parcours quand même déjà très riche et que t'en es pas à ton premier sujet data. Et donc, ça serait bien que pour nos auditeurs, tu puisses te présenter, parler un petit peu de ton parcours et puis après, on en viendra à parler de Star Lake. Bonjour Vincent et puis, merci de me recevoir aujourd'hui. On se connaît, on se croise depuis bien longtemps. C'est la première fois que, j'ai le plaisir d'être reçu, chez toi, au Big Data Hebdo. On a eu des discussions enflammées, sur pas mal de sujets et je pense que c'est peut-être ce qui va se passer aujourd'hui encore une fois. Moi pour ma part, tu connais mon parcours, je vais pas le refaire complètement, mais c'est notamment en 2014 que j'ai commencé dans la data, où j'ai fait mes premières, armes avec Spark, pour ensuite un peu plus tard, et un peu comme tout le monde, basculer sur les MPP, que sont, BigQuery, et aujourd'hui, Snowflake, et peut-être qu'on parlera du nouveau venu que moi heu heu, qu'on aime bien tous aujourd'hui, qui est DuckDB, et de voir dans quelle mesure il peut avoir sa place aussi. Heu et Starlake, c'est en fait le résultat du travail que l'on a réalisé chez nos clients. C'est-à-dire que Starlake n'est pas une idée qui est née, toute seule, c'est une idée qui est, j'allais presque dire, financée par les projets chez nos clients, hein, et avant tout, je dois remercier, l'exhaustivité des clients sur lesquels on est intervenu et on continue d'intervenir, et qui, grâce à eux, font que Starlake existe aujourd'hui. Voilà, donc j'ai résumé très rapidement un peu, mon parcours, et je pense qu'on aura l'occasion de parler des membres de l'équipe, de leurs contributions, Bien sûr. et de ce qu'ils font chez les clients aujourd'hui, au travers de Starlink. Et effectivement, tu as été un très gros animateur de la scène Spark avec effectivement aussi, moi ce qui m'avait vraiment marqué, c'était la compétence autour de l'écosystème Spark et Scala que pouvaient avoir tes équipes quand on s'était croisés C'est il y vrai. a ça quelques années. Et c'est vrai que là-dessus, c'était des compétences assez rares puisqu'il y avait finalement assez peu de gens qui avaient cette orientation super forte. Alors là où c'était assez amusant, c'est vrai qu'on a tous eu plus ou moins ça, c'est-à-dire de se dire, ben, on va commencer par travailler avec des choses qui ne sont pas
du SQL de prime abord, puisque Spark effectivement la façon de l'utiliser, surtout quand on l'utilisait avec Scala, c'était quand même d'utiliser les API bas niveau. Et puis, ben, finalement, l'apogée, des grands, moteurs, des cloud engine data warehouse, a fini par faire qu'on est tous revenus à faire du SQL tant le SQL s'est amélioré. C'est absolument. Bah, alors tu as entièrement raison. Le modèle de RDD qu'on a connu au tout début, était un modèle impératif. C'est-à-dire qu'on programmait de façon impérative, ce qui est une régression par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connu depuis 40 ans, qui est le modèle déclaratif pour accéder à ces données au travers de SQL. Donc c'était une régression, mais c'était la seule solution possible face aux besoins big data que l'on avait à l'époque. Et tu te souviens, c'était du Hadoop MapReduce qui est vraiment ne répondait pas réellement aux besoins. Et donc Spark est venu bousculer tout ça. Mais aujourd'hui, Spark continue de bousculer l'écosystème avec des fonctionnalités intéressantes, mais a construit cette couche déclarative SQL au-dessus de son moteur, qui fait qu'aujourd'hui, être un spécialiste du RDD ou du data frame est peut-être moins obligatoire quand on fait de la transformation notamment. Et de Et plus en plus aussi du load avec les extensions SQL apportées par Databricks. ouais, ouais, tout à fait. Et donc effectivement, on rentre dans le vif du sujet puisque le sujet, il est pas seulement que de faire le SQL qui est au milieu, mais il est quand même d'avoir une complétude de l'ensemble, depuis la découverte de données au départ jusqu'à son exposition en sortie. Et ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut avoir un écosystème sous la main qui soit quand même très, très large et capable de faire plein de choses différentes. Ah, Alors, ouais. pourquoi est-ce que même si c'est la factorisation de vos projets que vous avez pu faire chez les clients. Pourquoi avoir fait, Starlake? On était chez un client, ça date de 2017-2018 ou peut-être un peu avant, je ne sais plus, mais en tout cas où il fallait construire le premier data lake sur une base de Spark et il y avait plus de 4000 formats de fichiers à charger. On était en compétition avec des très grands intervenants de la place parisienne. On n'était qu'une boîte de 7-8 personnes à l'époque, hein. Et lorsqu'on a candidaté, on a indiqué que le temps de développement était indépendant du nombre de fichiers, du nombre de formats intégrés. Et donc là, on nous a dit: «Bah, écoutez, on va peut-être, temporiser l'appel d'offres et on voudrait bien un POC». Et c'est là qu'est né le moteur générique d'ingestion, Starlake, hein, avec des gens, je sais pas, connais peut-être Olivier Girardot, Sam Oh oui, Pessala, toute cette, toute la dream toute cette team de voilà, toute la dream team qui fait qu'on a construit quelque chose de magique, sur une base JSON à l'époque, puis en basculé en YAML aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce format de fichier YAML, va décrire non seulement le format d'entrée du fichier, mais il va également décrire les techniques de chargement. Est-ce que tu veux faire du overwrite? Est-ce que tu veux faire de l'append? Est-ce que tu veux faire du merge? Est-ce que tu veux faire du delay and insert, du upsert? Donc, cette stratégie de ce qu'on appelle d'écriture des données va également décrire la sécurité que tu veux mettre sur les fichiers que tu as chargés, donc sur les tables au final, puisqu'en fait c'est bien de charger les tables, mais il faut poser la sécurité dessus. Puis va également être d'écrire tes expectations, c'est-à-dire tes contrôles de qualité sur ta donnée. En fait, tout ce que je viens de dire là, à part la phase de chargement, est commune à la phase de transformation aussi, où tu as bien besoin de sûr, décrire comment tu veux charger, comment tu veux écrire tes données une fois que tu as sélectionné au travers de ton select tes données, comment tu veux effectivement les sécuriser dans le dataset final, et enfin quelles sont les expectations, ou en tout cas les règles de qualité que tu veux poser. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, en faisant le load, on avait fait une bonne part du transform également, et de manière déclarative. Et on s'est dit, ben, écoute, load et transform, ça va ensemble, un écosystème cohérent, complet, de bout en bout. Voilà. ouais. Donc voilà comment est né Starlake. Et donc tu vois, c'était une opportunité économique, c'est-à-dire une réduction de coûts. Mais vraiment, on parle de, c'était à l'époque, on divisait, on passait entre des gens qui venaient à 5000 jours hommes, où nous on arrivait
à 200-300 jours hommes pour réaliser cette partie-là. Donc, Mais la on réaction du client, elle est assez géniale, quoi, de bien dire: sûr, «Oh là bien là, sûr, attendez, bien avec ce que sûr, vous nous racontez là, on est bien peut-être à sûr, côté en train de passer à côté d'un truc essentiel, bien donc sûr. on va temporiser l'appel d'offres» et Mmh. puis, Et puis la réputation des intervenants que j'ai cités, ouais, y voilà, a beaucoup aidé aussi. On va pas c'est enfin voilà, évident que c'est ouais, quand tu vois des mecs comme ça qui se mouillent dans le sujet, tu te dis: «Bon, bah, ils croient c'est à que ce ça doit qu'ils bien disent. c'est que ça va Voilà, bien se passer, quoi». voilà, Voilà. absolument. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et Excellent, et aujourd'hui, excellent. on se retrouve chez plusieurs clients, je pourrais, voilà et le projet open source a mûri et il est devenu de plus en plus complet et aujourd'hui, on peut dire qu'il vole de ses propres ailes, et nous, on y contribue comme d'autres. Donc Excellent, donner une idée claire, hein, le nombre de contributeurs en moyenne actifs, c'est une douzaine de contributeurs sur toute la chaîne. d'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai évidemment, pour préparer cet épisode, j'ai un petit peu, creusé, j'ai un petit peu regardé des choses. Ce que j'ai trouvé, c'est que là où jusqu'à présent on avait des outils qui avaient une démarche très parcellaire et de se dire: «Allez, on va s'occuper juste de la transformation de données» ou «On va s'occuper juste d'optimiser le chargement de données» ou «On va s'occuper juste de faire le data lab initial de, je suis capable d'aller regarder ce qu'il y a dans mes données, je suis capable d'aller modifier par ces choses-là». Là, vous avez pris le parti de dire: «Il faut presque un couteau suisse qui permette de faire à peu près tout ce qu'il y a dans la vie d'un data engineer» et vous êtes vachement recentré quand même sur ce métier du data engineer qui est ce métier ingrat, qui est celui de je récupère les données pour commencer à les rendre utilisables, à les faire monter dans une plateforme et toutes ces étapes-là, finalement, sont souvent des choses où on met un voile pudique en disant: «Voilà, ils arriveront bien à se débrouiller pour faire ce genre de choses-là, donc on va pas s'en occuper». Alors moi, c'est la 1re chose, c'est cette chose-là qui m'a surpris et puis c'est le tout déclaratif. C'est-à-dire que, dans ce que j'ai pu voir, on se rend compte que par la création de fichiers YAML, on va créer des nouveaux types, on va créer des choses comme ça. Mais à aucun moment on va commencer à aller écrire du code et le sous-jacent va opérer justement l'articulation pour l'exécution de ces codes, de YAML de manière, basée sur enfin de ces exécutions pardon, de ces artefacts basés sur du YAML au départ, de manière extrêmement transparente et donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement, cette physionomie très forte de dire: «Faut que tout soit dans un mode déclaratif» est super intéressante. Cette prise de position sur le c'est à J0, vous avez décidé de faire du déclaratif comme ça? Ou est-ce que c'est quelque Oui, chose oui, qui est venu au oui. fur et à mesure du Alors, temps? je pense que comme moi, enfin, je pense pas, je sais, tu as baigné dans Ansible, la révélation d'Ansible qui était le Ouais, voilà. déclaratif. Je n'ai plus à faire de shell script pour instancier mes plateformes et on s'est dit: «Bah, attends, c'est fini, on va aussi au niveau du software engineering faire du déclaratif». Dire quand tu veux poser une règle sur tes tables ou quand tu veux indiquer que tu veux telle colonne dans telle table, en SQL depuis toujours, tu fais un alter table if not exist. Donc c'est Voilà. vraiment du déclaratif. Et là, on s'est dit, ben, ça va être pareil, on va le faire en YAML pour tous les formats de fichiers, quels qu'ils soient, que ce soit du JSON, du XML, du position, du CSV. Et c'est un confort minimal qu'on doit apporter à notre productivité. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et évidemment, on couvre toute la chaîne. Et tu disais le métier de data ingénieur, je pense qu'il ne s'arrête pas à l'extract, le load et le transform. Je pense qu'il va aussi à l'orchestration. Et souvent, très souvent, moi j'ai très rarement vu, alors le load est toujours pénible pour le data ingénieur, le transform rarement. C'est-à-dire que, tu as rarement un développeur qui te dit: «J'ai du mal à faire la requête SQL». Ouais. Il a plutôt du mal à loader les fichiers qui arrivent dans des répertoires où on ne sait où, qui sont chargés mais qui sont pas dans le bon format, pour lesquels il faut générer, des rapports d'exécution et ainsi de suite. Sa grande difficulté n'est pas dans le transform, elle est dans le load. Mais elle est aussi dans l'orchestration. C'est-à-dire qu'il faut écrire ces dates d'orchestration, il faut les scheduler, il faut les rendre dépendants les uns des autres et c'est dans Starlex, c'est là-dessus aussi et surtout qu'on a travaillé. Évidemment, on couvre le transform est la partie, j'allais dire, simple, du sujet. Et donc, on va également dans le déclaratif sur la partie orchestration. Mais tu vas me dire: «Mais alors tout ça, c'est propriétaire, on a notre propre orchestrateur, on» non,
tout est basé sur les stacks déjà existants. Typiquement, quand on fait du load et que tu es sur Snowflake, ben, on utilisera les mécanismes de load de Snowflake. Quand tu es sur BigQuery, on utilisera les mécanismes de load de BigQuery. Et quand tu es sur Databricks ou Spark, on utilisera Spark. Donc, on n'a pas nos propres moteurs, ou ce ne sera pas comme certains outils qui vont te faire du Panda, quelle que soit la plateforme. Et on sait bien que ça mène nulle part au final, puisque ça marchera sur des petites démos, mais ça n'ira pas très loin. Donc, on va utiliser les moteurs sous-jacents pour exécuter le load, par exemple. Pareil pour le transform, évidemment, mais dans l'orchestration, on va également te générer le DAG d'orchestration de l'orchestrateur que tu as choisi. Aujourd'hui, on génère les orchestrations pour Airflow. Évidemment, ce serait difficile de passer à côté. Pour Dagster également, Ouais, mais aussi et surtout, ce qui est en train d'arriver, je pense qu'il y a un morcellement qui est en train de se passer pour Snowflake Task. Donc ouais. aujourd'hui, avec Starlake, sur Snowflake, tu peux orchestrer directement au sein de Snowflake. Et tu n'as Et plus ça, tu besoin vois, c'est de... assez amusant parce que Snowflake Task, c'est peut-être la plus underrated des Oui, features de écoute, Snowflake. moi je vois que tu connais le sujet. Franchement, moi au début quand, c'est Maxime, hein, de Snowflake, qui nous avait lancé là-dessus et on a regardé, on s'est dit: «Ça va être encore comme certains orchestrateurs que je ne vais pas nommer, qui font des choses de base qui peuvent être intéressantes». Mais quand on a vu ce que ça faisait, y compris au Ouais, niveau du streaming, y compris au niveau des changes, y compris enfin on s'est dit: «Écoute, ça n'a rien à envier à l'Airflow ou Dagster, ouais, ça fait ouais, le ouais. job en serverless et tout au sein Mais de ouais, Snowflake». Il y en a aucun qui le fait, pas même Airflow, donc pas même ouais, ouais. Astronomer. Quand enfin je dis pas de mal, attention, je suis un des plus premiers utilisateurs d'Airflow. C'est à l'époque, c'est en 2016, c'est encore en bêta, donc on sait de quoi on parle. Mais c'est une super plateforme, voilà, je vais pas leur faire que de la pub, je le dis assez souvent, Snowflake, c'est vraiment, une belle plateforme d'orchestration. Ouais, ouais, ouais. Puis Snowflake, c'est vraiment une plateforme qui, moyennant quelques outils qu'on va faire graviter autour, est suffisante pour couvrir plein de choses. Et effectivement, cette capacité à gérer la ressource à tout niveau, parce que ce qu'il Mmh, y a comme modèle sous-jacent derrière ces tasks, c'est aussi le modèle de ressources et de compute de Snowflake, est quand même super intéressant de ce point de vue-là. clairement, Et le fait de pas devoir spawner une VM, de pas devoir spawner une lambda ou je ne sais trop quoi autour, qui est quand même un truc qui est quand même un truc pénible à gérer en termes d'interaction, est quand même quelque chose qui amène une ouais, supériorité à la plateforme. Et c'est pas clairement, seulement que la clairement. capacité SQL de la plateforme qu'il faut regarder là-dessus, C'est vrai, de ce et point de vue-là. tu fais bien de le préciser, parce qu'en fait, on spawn aussi bien du SQL que du Python ou que de containers Docker. Donc c'est Ouais, ouais, vraiment ouais. un bel outil. Mais bon, c'est Et aujourd'hui, alors, avant d'ouvrir le capot, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu dans c'est quand même se positionner dans un marché un peu compliqué. Heu, alors même si c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que ce qui est compliqué pour l'un peut être une source d'opportunité pour les autres, mais dans un marché qui, jusqu'à peu de temps, devait être un petit peu compliqué du fait de l'hégémonie d'un acteur qui est DBT. Et alors je dis bien mmh jusqu'à peu de temps puisque c'est cet acteur, mmh, comme je l'ai dit en introduction, a peut-être un peu à jouer à un jeu dangereux et a peut-être et mmh. c'est peut-être auto-compliqué, lui-même, c'est peut-être tiré dans une balle dans le pied. On verra ce que l'histoire dit. Mais vous avez quand même mais par contre, quand on y regarde, vous avez quand même des différences très sensibles en termes de physionomie et de manière de penser les choses par rapport à ce qu'un DBT Mmh. fait Absolument, aujourd'hui. Est-ce absolument. que tu peux revenir, très Oui, rapidement sur ces alors différences? ce que je vais, décrire, ce n'est pas dans l'inflation des features, hein. C'est-à-dire que où on a cette fonctionnalité et eux ne l'ont pas. Je vais plutôt parler de philosophie. C'est ce que tu me demandes en fait, au Ouais, travers de ta question. J'ai bien compris effectivement, c'est qu'on a une vision complètement différente. Elle commence de manière très, très simple. Quand tu codes sur Starlake, tu fais du SQL, tu ne fais pas du Jinja. Et on arrive quand même, nous, parce qu'on s'appuie sur un formidable projet JSQL Parser auquel on contribue et qu'on finance, qui est JSQL Parser, qui est plus de 6 000 likes sur GitHub, va nous permettre de construire le Lineage, y ouais. compris au niveau de la colonne. Donc on n'a pas besoin de l'aide du Jinja pour faire du SQL, y compris lorsqu'on veut être multibase, multiplateforme, multi-environnement, tout ça n'est pas requis. C'est le premier point, c'est-à-dire que on s'adresse également aux data scientists
et j'ai presque envie de dire au power user, métier. Voilà, donc ça c'est un axe différent. Le 2e point, c'est qu'on couvre le load. Je sais qu'il y a le seed en DBT, mais jamais DBT ne te dira d'utiliser leur outil de seed pour faire du Non. chargement de données. Ce n'est pas fait pour. Ça c'est le 2e. Le 3e point, et encore une fois, on a parlé, qui me paraît important, c'est qu'on a une vision de composabilité. La composabilité, et là je nous compare plus à DBT Cloud dans l'offre commerciale. Moi l'objectif c'est pas d'être un parent pauvre par rapport aux outils actuels, mais d'avoir une vision globale complète. C'est qu'on se compose avec les orchestrateurs du marché. Ouais. On n'a pas notre propre orchestrateur. En fait, Star Lake n'est pas un funnel de conversion vers une offre payante. Et Ouais. peut-être qu'on viendra au modèle économique, hein, puisqu'il en faut un et on en parlera plus, mais on n'est pas un funnel de conversion. Les fonctionnalités sont toutes disponibles dans Star Lake sans exception. Voilà. Ouais. Donc ça, je pense que ça donne une idée globale, des différences majeures, avec les outils actuels. Le dernier point, c'est l'approche software engineering. Chez Star Ouais. Lake, quand même, la moindre des choses, c'est que tu puisses tester localement ton code. Je pense que tu bosses sur Snowflake, tu bosses sur BigQuery, tu bosses sur toutes ces belles offres, et tu ne vas pas, enfin les tests sur ces plateformes, c'est bien, mais c'est trop limité. Ça, c'est long, ça coûte, et tu aurais bien voulu tester sur une base en local, non pas commencer à te créer un jeu de données compliqué. Donc Starlake te permet de le faire sur DuckDB en l'occurrence localement, mais il va aussi te permettre de travailler sur des données de production sans avoir à les dupliquer et en te garantissant que tu ne vas pas les écraser. C'est l'utilisation du snapshot classique, Ouais. hein, et donc tu vas juste faire ce qu'on appelle nous du data branching. Le data branching, c'est ce que tu fais sur Git. C'est que tu as un code Ouais. qui est en production, tu branches, ça instantané, ça prend moins d'une seconde, et tu commences à travailler sur ton code, donc et tu modifies le code existant, et ça ne pose problème à personne puisque tu es dans une branche à côté. C'est exactement ce que te permet de faire Star Lake. Ça, Voilà. c'est génial quand même. Et tu te dis: «Ben, attends, enfin, j'ai plus la notion de prod et de pré-prod et de dev». Évidemment, moduler les RGPD, hein, Ouais. d'accord. Mais en tout cas, dans la majeure partie des sites où on intervient, l'essentiel est que les données reste que les données ne soient pas modifiables. Et donc il suffit de donner un accès en lecture seule sur la branche de prod, et tu es sûr que ton développeur n'écrasera jamais ta branche. Ça peut être aussi utile, et lorsqu'on est alors on travaille dans le domaine financier, notamment dans les banques, on a des clients bancaires où on va dupliquer et créer une base de dev, mais là encore, tu vas avoir plusieurs développeurs qui vont faire des branches de cette base de dev. Ouais, Ce qui ouais, te permet d'avoir plusieurs développeurs data ingénieurs qui travaillent sur la même base sans jamais se télescoper quand ils travaillent sur les mêmes tables. c'est ce que j'allais dire, et souvent, on fait l'économie de tester des scénarios parce que se recréer un environnement de test spécifique pour ce scénario, c'est un enfer, Mmh. et là, en fait, C'est ça. tu résolves cette chose-là, et c'est vrai qu'effectivement, alors même si, on va être très clair, aujourd'hui, créer un clone ou un snapshot d'une base de données quand tu es sur Snowflake ou quand tu es sur BigQuery, c'est une opération qui est devenue beaucoup plus facile qu'elle a pu être par le passé. Absolument, surtout qu'avec Star Lake, on ne clone pas la base, on clone la table au moment où tu la références. Donc c'est encore plus économique et encore plus rapide. Ouais, ouais, voilà, et le fait d'avoir l'outil qui le fait pour toi, finalement, Mmh. résout quand même une grande part des choses, puisque celui qui avait les droits de cloner, finalement, fallait qu'il soit disponible. Enfin, C'est ça, c'est ça, c'était souvent absolument. des cinématiques, dans les équipes qui pouvaient être compliquées. Donc, et puis en plus, j'imagine que ça, pour recréer, lorsqu'il y a un ticket de support sur une base ou un truc comme ça, c'est super pratique. Enfin, ce genre de Alors choses-là, non? on va même aller plus loin, c'est qu'on va mettre à disposition cette fonctionnalité dans un driver JDBC, et ce qui te permettra, Ah! en utilisant Dbeaver, de commencer à lancer ta requête SQL en disant: «Écoute, branch ma base», il va brancher ta base, et tu vas pouvoir travailler sur ta branche
en faisant des delays, des inserts, des updates, regarder le résultat, dire: «Oui, ça me va», regarder ton historique de commandes et dire: «Voilà les 4-5 commandes que je vais exécuter maintenant sur ma base de prod», par exemple. Voilà. Ce que tu viens de dire, le sous-jacent de ça, ça veut dire que Star Lake pourrait être aussi serveur de données? Non, non, c'est juste C la librairie. D'accord, Un driver JDBC, c'est une librairie client. Donc tu pourras installer, par exemple, ce driver JDBC dans des Beaver, OK, tu lui donneras ta chaîne de connexion Snowflake, par exemple, OK, et tu pourras commencer à faire tes opérations de branching, tranquille, OK, d'accord. C'est-à-dire que le sans driver utiliser Starlake JDBC finalement. utiliserait un autre driver pour aller chercher les données C'est ça, nativement. c'est OK, ça, d'accord. absolument. Je pensais qu'on était dans la logique de se dire, ben, finalement, au-dessus du data lake, on Non, non, pouvait non, non, avoir non, 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 un non, service de données. Ce qui est je me disais, je suis passé à côté d'un truc assez non, essentiel de l'offre. Ça non, m'inquiétait un petit peu étant non, donné non. que j'avais l'impression d'avoir regardé ça consciencieusement. La possibilité de faire du data branching facilement, juste en tapant branch database ou branch table ou branch, database tout simplement, et c'est une commande que tu pourras taper dans ton worksheet, SQL, et derrière toutes tes opérations que tu feras se feront automatiquement dans une branche à part, même si tu références des tables de prod. Voilà. Une bonne illustration de ces features très riches autour de l'interaction avec le SQL se trouve quand même dans, ce que vous avez mis en exposition, dans le labs, Ah oui. qui a labstarlake.ai là, qui est directement sur votre site internet. Où effectivement j'ai vu, déjà la syntaxe que j'adore moi, qui est la syntaxe, la pipe syntaxe où au lieu d'avoir du SQL qui se construit à l'envers. Le SQL faut Mmh. c'est le principal truc gênant du SQL, mais bon, si tout se fait avec le temps, Mmh. c'est qu'il se construit à l'envers, sauf que là, on peut avoir quelque chose où on écrit les agrégats, les choses comme ça et après, ça se transforme en un véritable SQL. Ça, c'est la première feature que j'ai trouvé assez géniale là-dedans. La deuxième feature, c'est le transpiler, Mmh. puisqu'effectivement, quand vous avez du SQL qui est prévu pour tourner sur un DuckDB localement sur votre poste de travail, ce qui est quand même un pattern qu'on voit de plus en plus, hein, Mmh. je travaille localement avec DuckDB sur ma machine et à un moment donné, je vais aller vers ma cible de production, mais avec toutes les donc automatiser ces opérations, c'est quand même assez génial. L'autre truc excellent que j'ai trouvé, avec lequel j'ai joué, c'est ce résolver qui permet de construire Le l'arbre select étoile, syntaxique. le select Ouais, étoile, ouais, l'arbre syntaxique, de décortiquer l'arbre syntaxique et éviter effectivement de mettre en prod quelque chose où tu fais un create view as select étoile ouais, from. ouais. Tu sais effectivement quel champ tu vas aller. Tu passes de select étoile à select ma table.a, ma table.b et ainsi de suite. Donc c'est quand même Mmh. un gros guardrails qu'on peut avoir Mmh. quand il s'agit de C'est vrai. mettre en prod du SQL. Et le dernier point, qui est l'essentiel quand même, qui est à partir d'un gros paquet de requêtes SQL, je vais en extraire le Ah bah lineage oui, pour pouvoir construire ah oui, l'arbre de dépendance. oui, oui. Puisqu'on en arrive quand même à ce truc-là, qui est qu'à un moment donné, il faut savoir quelle requête SQL il faut faire tourner en premier quand on veut pouvoir exécuter ça. Et Ce qui a été une grosse proposition de valeur de DBT, hein, quand oui, oui, DBT a séduit, à condition de euh, mettre du Jinja, et si tu l'oublies, ton arbre est faux. ton Il y a arbre est ça aussi, foutu. Voilà. et donc faut pas oublier de mettre le Jinja, chez eux. Là, Starlake, on résout le problème en disant: «Bah, écoute, tu écris le SQL, on saura retrouver tes tables puisqu'on comprend le SQL que tu as écrit, et on va reconstruire l'arbre de dépendance pour en faire, pour te générer ton DAG». Et question subsidiaire, si tu n'as pas écrit, parce que l'une des features intéressantes quand même du Jinja que tu fais dans DBT, c'est l'injection à la volée de la bonne référence. OK, bah, pas de problème. Au- Il se suffit de dire: je passe de ma base «Très de bien, test très bien, à ma base de prod. OK». Et donc c'est toujours le Mmh. même truc, mais quand il a été interpolé, il a mis les bonnes tables. Je vais Vous prendre êtes un capable de cas, remplacer. bien sûr, je vais prendre un cas simple. Tu vas faire un select étoile from ma table de dev, et tu as Ouais, écrit select étoile from ma table de dev. Sauf qu'en prod, ma table de dev s'appelle ma table de prod. ouais. Dans ton YAML, dans l'environnement, tu diras en prod, en fait, tu as une notion d'environnement Mmh, dans, dans Starlake. Donc, c'est une variable d'environnement, SLenv égale prod, par exemple. mmh. Et donc, tu diras mapper ma table de dev en ma table de prod. Et tout seul, lorsqu'il exécutera en production, il mappera
en ma table de prod. Toutes les D'accord. références à ma table de dev. Donc, si tu veux, ce serait presque, alors évidemment c'est beaucoup plus riche que ça, mais ce serait presque un search and replace d'une occurrence par une autre, hein, mais ça va beaucoup plus loin. Donc en fait, à cette époque, je pense que DBT n'avait pas le parseur SQL qu'il fallait, Mmh. et nous, on est venu avec cette proposition de valeur parce qu'avec grâce à JSQL Parser, qui est quand même une référence dans le monde, du parsing, hein, qu'on retrouve dans bon, ah bah, d'ailleurs, Dbeaver utilise JSQL Parser, hein, Ouais, c'est ouais. et Bah, donc tous les produits sérieux qui sont dans le mmh, monde de la mmh, JVM, parce qu'il faut pas c'est perdre ça. de vue que c'est aussi une spécificité que vous avez par Mmh, rapport à plein de choses ouais, dans le monde de la data, c'est que vous n'êtes pas votre framework de référence, c'est pas Python, non, ça reste le monde JVM. mmh, Qui est quand même une spécificité assez forte, ce qui vous permet quand même d'avoir des choses peut-être un peu différentes en termes de stabilité, en termes de capacité à scaler. Enfin, c'est finalement des choses un peu différentes. Heu, absolument, la compile d'un projet, enfin, d'abord, tu as pas besoin de compiler parce que tout se fait à la volée, mais quand on compile 5 000 modèles et que ça prend moins de 2 secondes, tu te dis: «Ben, comment ça se fait?» «Bah, oui, nous, on n'a rien fait, on a juste codé, comme tout le monde et il y a pas eu besoin de parce que c'est compilé et c'est des langages qui scalent, et donc ce que j'ai vu aussi, c'est que vous êtes capable, ce qui, malgré votre, framework, qui est basé sur du sur un langage JVM au départ. Vous êtes en mesure d'exécuter des transformations en Python, des choses comme ça, et donc de pouvoir avoir cette capacité de modèle de faire d'avoir des modèles qui soient pour certains écrits en SQL et pour certains, en Python. Donc ce qui est quand même comme une flexibilité super importante parce que effectivement beaucoup d'analytics engineers ont aujourd'hui, sans être des développeurs Python, des capacités à modéliser des choses en Python et à pouvoir faire des petites transformations, et on est très content de pouvoir le faire, parce que SQL, on sait faire plein de choses, mais on sait pas tout faire avec. absolument, absolument. Bah, Et alors, typiquement, une fonction d'export, par exemple. bah, voilà. Ben, tu c'est aussi simple que ça, tu as besoin de faire un petit export. Alors même si nous, on permet au travers du SQL, puis du YAML de faire de l'export assez complexe, mais parfois tu as besoin, toi, différemment et ben, voilà, tu le fais. C'est vrai. Et puis, ce que j'ai vu par ailleurs, c'est, ce que j'avais au départ quand je me suis rendu compte, j'ai dit: «Oh là là, c'est beaucoup de YAML, il va falloir écrire tout ce YAML». En fait, vous prenez l'accompagnement de la personne qui travaille sur le projet très tôt dans le cycle. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir cette capacité à inférer à partir des données qu'on récupère, aussi bien si vous vous C'est connectez vrai. sur une base de données, Oui, oui. que si on récupère des fichiers CSV, des fichiers JSON, des fichiers avec des structures imbriquées, ainsi de suite, Oui. à Bon, constituer automatiquement ces YAML que l'on ah, peut évidemment éditer. évidemment, évidemment. Alors et oui, Et oui, pour rajouter un absolument, peu de contraintes métiers, pour rajouter des types absolument, spécifiques. Et ça, j'ai absolument. trouvé ça que pour l'instant, comme on le disait tout à l'heure en intro, c'était quand même le truc où on laissait les gens se débrouiller tout seuls, quoi, hein. C'était à vous de trouver une solution pour faire ça. Ouais, Et là, le fait mmh, d'avoir un truc où, bah, entre guillemets, on peut faire un cookbook qui déroule de A à Z, fait qu'en termes de productivité et en termes de montée en com moi, c'est le truc qui m'attraye toujours là-dedans, c'est comment des gens qui sont moyennement compétents vont pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'ils faisaient auparavant ouais, sur des mais étapes mais même qui si tu es très compétent, aller bah, vite, bien sûr. plus vite sur des choses pareilles, c'est enfin moi je prends, tu vois? Moi je prends et effectivement le load, tu parles tu donnes un sample de data, puis il va t'inférer ton format, et ton Ouais. YAML nécessaire. Mais on va encore plus loin, hein, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser l'UI qui est une UI vraiment point and click avec des beaux écrans, la totale qui permet à un métier de comprendre ce que fait le data ingénieur et au data analyst et au data ingénieur de communiquer beaucoup plus facilement et à tout moment, tu peux basculer de l'UI au YAML. Donc ce n'est pas que du VS Code-like avec ton YAML et des commandes à côté parce qu'il faut s'en souvenir des commandes. Il faut se souvenir qu'un faire schéma, tiret, tiret, le répertoire, tiret, tiret, le nom du domaine, tiret, tiret, le nom de la table et ainsi de suite. C'est des choses en point and click aussi tu le fais. Ça te génère exactement les mêmes fichiers YAML. Il n'y a pas de base de données, il n'y a absolument rien et derrière, tu peux continuer à la main avec ta CI, ou autre. Donc oui, on va assez loin, c'est-à-dire qu'on va le YAML est présent et il est surtout là
pour t'aider dans ta gestion de version avec Git. Puisque tu vas pouvoir pousser sur Git, comparer, l'avant-après, assez facilement. Alors ouais, effectivement, tu as ce sujet-là qui est effectivement de fait de se dire, ben, tu fais vraiment du software engineering puisque tu as des choses qui sont dans un Git, qui te permettent de C'est revert, ça, de revenir, c'est ça, enfin, c'est tout ce ça, genre de choses-là qui sont quand même très c'est ça, intéressantes de ce point de vue-là. absolument. Et pour démarrer avec lui, c'est Docker Compose, hein, donc ça va vraiment vite, et si tu peux même ne pas avoir Docker Compose, il te suffit de taper Starlek Serve et tu as Mmh. ton Starlek, ton install Starlek est juste un zip que tu dézippes finalement Ce qui que va se lancer. j'allais y venir, démarrer est quand même assez simple puisque c'est entre guillemets «une commande Starlek» qu'on installe sur sa machine et puis, et c'est parti, quoi. Et c'est fini. Voilà, absolument ça. Bah, tout ça, c'est des réflexes de développeurs, hein, habituels. C'est Mais qu'on oui, veut et puis après, ben, quand on voit tous les open source, la facilité avec laquelle tu peux démarrer, ben, ça t'inspire et on essaie de faire pareil. c'est ouais, tu as ce critère qui est quand même assez Mmh. fort qui est: «En 5 minutes, qu'est-ce que j'arrive à faire?» quoi. Oui, parce que, écoute, moi, les solutions, alors je ne veux pas critiquer, mais on a connu des solutions, type, Informatica qui, par ailleurs, sont de très belles solutions, où il faut installer la plateforme, le serveur, connecter au cluster et cetera. Non, 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 plus franchement, maintenant, non. s'il vous Non, plaît. non, c'est une ligne de commande, ça fait le travail une fois que ça a fini, on ne le voit plus, voilà. Donc moins c'est lourd, mieux c'est. Oui, Voilà. moins c'est lourd, mieux c'est. Alors tu as, on a beaucoup parlé du produit, on va peut-être un petit peu, Mmh, prendre un tout petit peu de hauteur et c'est open source à 100. carrément. Ce qui est Oui, un manifesto, super fort sur le sujet. Vincent, toi comme moi, on a été biberonnés à l'open source. Je veux dire, Bien sûr. moi j'ai gagné ma vie, grâce à l'open source. Je me suis construit par l'open source. J'ai passé ma vie à critiquer l'usage de solutions propriétaires quand il y avait une Mmh. alternative open source, heu, au moins égale. Heu, Là, enfin bon, ce serait, se contredire, enfin je pourrais pas te dire: «Bah écoute là maintenant, oubliez l'open source les gars, venez, Starlake doit être propriétaire et payant» et non, j'ai pas Et puis, en plus, quand on se dit ça, ça valide quand même plein de choses sur le fait qu'il y a un modèle économique qui est ah possible. Il absolument. y a un facteur d'adhésion qui est super fort là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez quand même réussi, avec tes acolytes à construire quand même un modèle de business à côté de cet open source. Alors il y a évidemment le classique formation et accompagnement Et pour que les gens montent en support, formation compétences. support, oui absolument. Voilà, formation, support, Ouais. accompagnement, mais vous avez quand même, d'autres petits sujets, sur lesquels vous vous dites, vous pouvez accompagner un peu plus les gens? Alors oui, absolument. Alors notre objectif avant tout, on n'est pas, une ESN qui va prester au-dessus de Starlake. On peut accompagner les ESN et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, chez quelques clients, puisqu'on a un corps client quand même, où en fait l'ensemble des contributeurs travaillent chez ces clients-là. Mais au-delà, cela ne nous intéresse pas puisqu'on ne cherche pas à faire une croissance par le manpower. C'est pas le modèle économique Starlake. Donc on a déjà, des sociétés de services avec qui on travaille ou des indépendants avec qui on travaille, qui interviennent sur des projets Starlink, sur lesquels parfois où on intervient par pointillés pour apporter notre soutien. Mais notre modèle économique est basé sur quelque chose de complètement différent. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de souveraineté. Mmh. On parle beaucoup de souveraineté et dans la data, c'est quand même difficile d'aller vers une offre cloud, de donner ta clé d'accès, donc ton service account à une offre SaaS, quelle qu'elle soit. Je veux dire, moi, ça me paraît impensable, d'aller Mmh. donner ma clé d'accès à un Fivetran, par exemple, pour lui dire: «Écoute, viens chercher les données chez moi, C'est et fou, puis hein? tu Ouais. les effaceras chez toi. Celles qui sont RGPD, ben, tu les effaceras chez toi et je peux compter sur tes certifications HIPAA» et cetera et cetera. Heu, Ça me paraît compliqué quand même comme démarche dans la data. Et donc on croit beaucoup au modèle où, où tu as la souveraineté de tes données, notamment parce on intervient dans le domaine bancaire,
où tes données doivent être protégées et tu ne peux pas te permettre de diffuser tes clés, d'accès à l'extérieur. Donc, notamment tes comptes de service, en l'occurrence, vers tes bases de prod. Et donc on voit souvent, en tout cas nos clients installent Starlink sur leur cloud. Ils sont hébergés par exemple par Google Cloud, ou autre, hein, et donc vont installer, Starlink sur ce cloud-là et nous on va s'occuper de, par exemple, la mise à jour automatique des images Starlink. C'est-à-dire que tu as le bénéfice du SaaS sans avoir à être dans un mode SaaS. Donc, c'est comme si tu étais dans une marketplace qui va installer dans ton espace ton Starlink et on s'occupe de surveiller ta plateforme sans jamais être intrusif, hein, puisque c'est limité au compute de Starlink, et Ouais, de te diffuser les nouvelles versions automatiquement, sans jamais avoir de lien entrant non plus, hein, pour tirer les versions, et cetera. Donc voilà, ça c'est un exemple de modèle économique où on va s'occuper en fait surtout du run et de la mise à jour de Starlink. ouais, Bah, là, je peux dire que ça intéresse beaucoup puisque ce que veulent les gens, c'est la sécurité chez eux, mais sans avoir à gérer les mises à jour de version, le suivi de la plateforme et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on fait. Évidemment, on ne gérera pas le suivi des DAG ou autre, mais c'est plutôt le suivi du hub de ton Cloud Composer, le suivi du hub de ton scheduler ou de ton générateur Starlake, etc., etc. Ça, c'est le modèle économique dans lequel on est, et qu'on n'a pas encore lancé complètement, mais c'est celui qui nous intéresse, c'est-à-dire ouais. gestionnaire de marketplace Starlake, où en fait, tu l'installes chez toi. Tu Ou l'installes chez toi et vous accompagnez le client de manière absolument, très active voilà, pour qu'il soit avec une installation qui soit toujours up to date c'est ça. et 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 tu l'installes et chez toi, ça ne veut pas du tout dire que tu écris ton Terraform. C'est déjà ouais, écrit, on l'a ouais. notamment écrit pour les principaux clouds, on l'a mis en place et donc il suffit juste qu'on le lance pour toi ou tu le lances de chez toi et après tu es connecté, enfin Starlink est connecté à la plateforme, Star. Et Voilà. ça, combiné avec un contrat de support est quand même une super réassurance Voilà, pour un c'est client voilà. et c'est là où on voit qu'effectivement, moi, comme je dis toujours, il faut pas que les gens aient besoin de toi pour les mauvaises raisons. Hem, Clairement, c'est clairement. souvent je dis souvent ça, c'est Non, qu'à un non, moment mais bien donné, sûr. si le fait de pas pouvoir détricoter la plotte est la seule raison pour lesquelles les clients travaillent avec toi, c'est que ça se terminera mal un jour ou l'autre quand même, hein. On est bien d'accord et puis on a l'intention de continuer à profiter des offres open source. Je pense que notamment, là, on a sorti récemment le support de modèles sémantiques, avec Open Semantic Cortex qui est donc Open Semantic sur Snowflake notamment. Eh bien, aujourd'hui, on te génère pour, Power BI TMDL, pour Looker, ou en tout cas pour Snowflake, ton modèle sémantique. On va continuer à tirer Ouais, parti de ces modèles, de ces offres open source. Nous, notre objectif, c'est de construire une solution open source qui fonctionne et de laquelle on peut vivre par le support, la formation et la marketplace. mmh, excellent. Voilà. On a beaucoup parlé de cloud provider. Tu as souligné les enjeux de souveraineté, Ah, récemment et effectivement, on peut pas tous aller, chez Snowflake ou chez, ou chez BigQuery. Hem, pour des raisons telles que celles de l'oncle Sam, mais aussi parfois il peut y avoir des clients chez qui la volumétrie de données ne le justifie pas et en intro avant cet épisode, quand on discutait, tu me faisais part d'une petite initiative que vous avez, mmh, alors c'est pas pour faire mon prosélytisme habituel avec mon irréductible canard, ah, mais mais heu, mais d'une initiative, qui permettait finalement aux gens peut-être d'avoir ou d'aller faire du on-prem ou d'aller sur des cloud providers chez qui l'offre serait un mmh, peu moins riche mmh. et c'est quelque chose sur lequel vous avez un peu travaillé. Tu peux m'en dire 2 mots? Alors, moi en fait, quand on a intégré DuckDB dans Starlake, on l'a intégré pour les tests. Pourquoi? Parce que c'est mono-user, c'est compliqué, je veux dire, de partager, de dupliquer la base pour la rendre trop accessible aux utilisateurs, d'une part, pendant que le TL travaille Mmh. sur la base suivante. Ce n'est pas un modèle flexible, donc ce n'est pas viable et tout à coup, tu as Duck Lake qui est apparu, open source encore une fois, hein,
et qui te dit: «Ben, non, c'est fini, on est multi-user et en plus, on est sur du format ouvert qui est, qui est Parquet». Et donc tu as Ducklet qui est ton moteur d'analytique qui va pouvoir, stocker et accéder à tes fichiers Parquet qui sont stockés sur un MinIO, sur un cloud, GCS, ou AWS. Heu, alors les tests qu'on est en train de faire vont permettre de conclure, hein, si ça tient la route, mais les premiers tests qu'on a faits sur le TPC-H100 sont plutôt convaincants, heu et Rappelle donc un coup l'ordre de grandeur du TPH-100? 500 millions de commandes à peu près. Donc tu as Ouais, c'est 500 ça. millions de lignes, enfin 500 millions de lignes de commandes, donc ça fait quand même du monde. Ce serait un business de c'est un business de retail avec 500 C'est millions un de beau lignes de business commande. de Voilà. retail Ouais, quand tu voilà. voilà. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir quantifier financièrement combien te coûterait ta plateforme si tu étais hébergé. Allez, on va les citer par OVH par exemple, Scaleway ou Hostinger aussi, Évidemment. donc c'est entre guillemets, c'est ces plateformeurs qui offrent uniquement de manière assez, enfin du VPS, du Virtual Private Server. Pas uniquement, mais Ouais, qui ont voilà. l'essentiel de leur offre là-dessus. Et donc Même si un Scaleway, tu pourrais avoir du S3. Nous, on a fait des tests de bien Duck sûr, Lake sur le S3 de Scaleway. très bien, très bien. Mais Chez pour en citer un autre, chez Clever Cloud, on sait aussi faire des choses de ce point de absolument, vue-là. absolument. Clever Cloud aussi, toutes ces offres-là. Est-ce qu'on peut avoir une solution à moins de 300 € par mois? Voilà, Voilà, voilà. Moi, je crois depuis la nuit des temps sur le fait qu'il y a toute une flopée de mid-size business mmh, chez qui le price point à mettre mmh. par mois, c'est pas 10 000 € par mois qu'ils peuvent mettre Non, dans leur non plateforme et donc data. qu'est-ce que voilà, super. Donc voilà, donc et et donc c'est disruptif. Je veux dire, moi, Bien mon sûr, 1er réflexe a toujours été de dire: «Bah, écoute, sur le cloud first, ne vous posez pas de questions». bien Alors sûr, ça reste indispensable pour certaines typologies de business, attention, hein. Mais pour un nombre impressionnant, donc on va dire les 80 peut-être et plus, ça peut faire sens d'aller sur une offre de Clec, sur un Scaleway ou bien sûr. sur un Heu, OVH et Starlake, dans cet article, on verra la valeur ajoutée de Starlake. Voilà. Génial. Tu vois, moi, je dis toujours, j'ai comme mon plus gros client, son core business, c'est une table qui fait pas loin d'une centaine de téraoctets Mmh. dans BigQuery. Donc ça, bon, là quand même Je ne j'ai beau ouais, tourner le problème dans tous les sens, ouais, je vois ouais. pas de possibilité Non, de le non, faire autrement. parce que au-delà de l'outil d'interrogation, donc en fait du moteur analytique, tu as aussi toute la technologie de stockage et de Bien sûr, dimensionnement, de clusters en parallèle qu'il faut pour et interroger de cette répondre base. en une poignée de Non, non, secondes sur ce on volume-là, oui, oui, moi, je sais pas non, faire c'est autrement qu'avec impossible. BigQuery. Le scale-up tout simple, c'est-à-dire juste avoir une machine de plus en plus puissante n'est plus suffisant, clairement. Voilà. Voilà. Mais ouais, non, mais écoute, c'est super parce que je Mmh. pense très sincèrement que le fait d'être capable d'animer des alternatives pour, va permettre d'ouvrir, les possibilités pour plein de clients. Moi, c'est de toute façon une vision que je défends depuis extrêmement longtemps et je suis ravi que vous ayez pris ce pli-là. Alors c'est vraiment grâce à tout ça, c'est grâce à l'implication de pas mal de gens dans cette équipe, hein, bon, on commence à les connaître, je les cite par ailleurs et c'est vraiment un travail de groupe et un travail de contributeur, hein, que ce soit Ouais. Stéphane Manciot, D'ailleurs, Bontong, Mourad, tous ces gens-là, ouais, vous bah, êtes un nous projet apportent open beaucoup. source. Aujourd'hui, vous avez des velléités à aller vers des fondations, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qui est pas d'actualité? Heu, En fait, peut-être qu'il faudrait y aller, peut-être qu'on n'a pas conscience de l'importance d'y aller. Peut-être que si on est approché ou si on fait l'effort d'aller vers ces gens. Enfin, je pense que tu penses à Apache, hein, c'est ce que Ouais, tu voilà, veux bah, dire exactement, ouais. par exemple. Heu, oui, oui, ça ferait sens, quoi. Oui, oui, ça ferait sens. Il faudrait, en fait, je sais pas ce que ça apporterait de plus, puisqu'on est sous licence Apache, donc oui, mais Ouais, ouais, certainement que ouais. ça peut être une bonne chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut être une bonne chose, notamment
dans dans l'organisation Après c'est et peut-être une lourdeur supplémentaire en termes d'animation du projet ouais, qui est pas à perdre de vue. OK. Et donc si on a envie de contribuer, qu'est-ce qu'on peut com s'il y a des gens qui déjà Ben, faut heu, essayer et ensuite si on veut contribuer, comment est-ce que c'est quoi ben, tu les ben, écoute, tu as un besoin, tu poses la question sur Slack, on te désigne un mentor pour te dire: «Écoute, il va t'aider à contribuer» et puis, tu contribues. C'est un peu comme dans tous les projets open source, hein. La première chose que tu fais, c'est que tu ouvres un ticket. mmh, Tu dis: «Voilà, j'ai ce besoin-là, j'arrive pas à voir si c'est dans Starlake ou pas». Non, c'est pas dans Starlake. Par contre, on peut avoir un petit call sur Slack et donc il y a le Slack Starlake qui est dispo et on en discute et on voit, qui prend le sujet et comment on le prend et ce qu'on implémente et ça va très vite après. Mais voilà, excellent. comme tous les projets open source, tu connais, hein. Bah oui, bah Tu oui, fais ta excellent. PR et puis, c'est pris, et ça discute après très vite, quoi. Écoute, c'était passionnant tout ça. Est-ce que tu as des pointeurs, des choses si les gens veulent démarrer, des conseils pour qu'ils ess pour essayer? Écoute, docs.starlake.ai, c'est vraiment enfin la doc est normalement bien faite, j'espère en tout cas. Il y a même des guides pour la partie UI qui sont là. Donc si tu es ligne de commande ou VS Code, ben, tu y vas, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est assez simple, la doc l'explique bien. Puis tu as la partie guide qui te dit comment lancer, Ouais, la la je te confirme, c'est très bien écrit. ah Je super, super, pour l'avoir lu dans le super. détail avant cet épisode, Ah top, top, c'est très, très bien écrit, je te le top, confirme. super. Bah, écoute, Je te le c'est confirme. super, merci. Et écoute, c'était passionnant, c'était passionnant. Tu vois, je pense qu'on a, bon, il y a plein de Ah ouais. points sur lesquels on aurait pu développer encore plus, mais c'est vraiment, vraiment super intéressant tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de se dire. Hem comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut te où est-ce qu'on peut te rencontrer, te suivre et ainsi de suite? Dis-moi. Bah, d'abord sur LinkedIn, je réponds très vite, hein, donc sur la messagerie LinkedIn, je réponds sur Slack, je réponds également très, très vite. Donc c'est mes 2 canaux, principaux. Après, j'ai laissé tomber X, enfin Twitter, Mmh. je pense que comme beaucoup de monde, c'est On est mais nombreux, je crois. voilà, Ouais. sur Slack et LinkedIn, c'est les 2 canaux où on me trouve. Et puis si je ne sais pas répondre, il y a toute une équipe derrière qui sait répondre, tout un ensemble de contributeurs qui sont là pour y répondre. Heu, voilà. Nous le et puis, bah, en fait, bon, j'avais pas prévu d'en parler parce qu'on en discute encore, mais on va lancer ce qu'on appelle des masterclass, online, c'est-à-dire vraiment des formations, en ligne où, ce serait un jeudi par mois, mais ce n'est pas encore complètement décidé, mais je préfère le dire, comme ça c'est tant que Mmh. c'est pas fait. Ou un jeudi par mois, il y a une masterclass, Starlake, C'est super. sur un sujet particulier. Je veux faire du Starlake sur BigQuery, et ben, voilà ma vraie vie. Boum. Je veux faire du Starlake sur Snowflake, voilà ma vraie vie. Je veux faire du Starlake sur Databricks, voilà comment ça se passe. Et puis, je veux faire du Starlake sur Duck Lake, évidemment. Donc voilà, donc ces choses-là, les challenges dans le load, les challenges dans la transformation, comment j'orchestre, donc plusieurs sujets à thème qui devraient remplir l'année, 2026 et donc là, c'est, nos masterclass qui démarrent. Ah, ce sera génial. Voilà. Belle idée, bravo. Ben, En écoute, tout cas, super projet, super produit. Écoute, j'ai été ravi de ça fait un bout de temps qu'on discutait ensemble et que tu me titillais en me disant: «Mais, vas-y, vas-y», et donc là, récemment, j'ai franchi ce pas. Je suis allé regarder ça plus en détail et écoute, tu vois, je suis toujours on est toujours dans des projets avec des choses qu'on fait de manière en reproduisant la manière dont on le faisait auparavant et là, je me dis: «Là, j'ai quelques trucs devant moi, je pense que ça va être l'occasion de d'y aller à tir réel et de regarder ce que bah, ça peut écoute, faire et comment je peux moderniser les choses». sincèrement, venant de toi, je suis flatté. Voilà, je Voilà, n'ai donc pas d'autres mots. je suis assez attiré, tu vois, pour être très franc Merci, avec toi sur le merci, sujet. merci. Bah, écoute, merci et c'est avec grand plaisir, et voilà, bah, écoute, ouais, j'en rougis, donc merci. Ah! Merci. Écoute, je suis ravi. OK.
Eh ben, écoute, je te remercie pour ton temps et puis pour cet épisode. Ça a été super Merci à toi. intéressant. J'espère que, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons eu à l'enregistrer. Alors, ce qui est bien maintenant avec la vidéo, c'est qu'on voit qu'on a du plaisir à enregistrer les épisodes. Ça ne s'entend pas seulement qu'à la voix. C'est vrai. On voit nos sourires, béats quand on est en train d'échanger comme on vient de le faire et moi, j'adore ce genre d'échange avec, des gens qui ont des super trucs à raconter. Merci encore une fois, c'était un grand plaisir. Merci, à très bientôt. À bientôt.